Depuis ses débuts, Walt Disney a toujours entretenu une relation intime avec la musique. Dès Steamboat Willie, le premier dessin animé synchronisé avec une bande sonore, la musique n'est pas seulement un accompagnement, mais une composante essentielle de la narration. Dans les années 30, les Silly Symphonies poursuivent cette exploration en expérimentant des récits entièrement portés par la musique et le rythme. Décidément, pour Disney, l'animation, c'est une véritable mise en image de la musique. Pour Walt, cette vision va aller jusqu'à s'exprimer dans la collaboration avec des compositeurs de renom. Ça s'est passé un 14 septembre 1955. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yerno, sur DLRP. Bonjour Corinne, on a tous en tête le film magnifique qu'est Fantasia dans lequel Walt Disney rassemble des chefs-d'œuvre du répertoire classique dirigé par Léopold Stokowski. La date qui nous préoccupe aujourd'hui résulte d'une autre rencontre, celle d'un grand nom de la musique dite classique. 14 septembre 1955, un court-métrage mythique prend son envol. À cette date, Pierre et le Loup deviennent vedettes à part entière, près de 20 ans après une rencontre et la naissance d'une idée. Pierre et le Loup mis en image par Disney, cela semble logique quand on connaît l'aspect pédagogique de cette œuvre. Effectivement. Après tout, le morceau était conçu comme un outil présentant l'orchestre aux enfants. On colle alors parfaitement à la philosophie disneyenne, unir éducation et divertissement, rigueur musicale et attrait visuel. Ce projet va voir le jour à la suite de la rencontre entre Disney et Prokofiev à la fin des années 30, projet qui ne verra pourtant le jour qu'en 1946. Attends, tu me perds un petit peu là. On parle de 1946 et pourtant on évoquait tout à l'heure la date de 1955. C'est en 1936 à Moscou que le compositeur russe Sergueï Prokofiev conçoit un conte musical destiné aux enfants, Pierre et le Loup. Il s'agit en fait d'une commande venant du Théâtre Central pour enfants et qui souhaite une œuvre éducative permettant d'initier les plus jeunes à l'orchestre symphonique. Prokofiev imagine alors un dispositif original. Chaque personnage est représenté par un instrument ou une famille d'instruments. Oui, on se rappelle par exemple du grand-père qui était représenté par la voix du basson. C'est cela. Pierre est incarné par les cordes, son ami l'oiseau par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette, le loup par l'ensemble des corps et enfin les chasseurs par les percussions. Un narrateur raconte l'histoire et des motifs musicaux récurrents viennent ponctuer ces interventions, ce qui permet aux enfants de reconnaître les instruments et d'associer leur timbre à un caractère. L'œuvre va connaître rapidement un succès considérable en Russie, puis à l'international, devenant l'une des pièces les plus jouées dans le monde pour initier les jeunes à la musique classique. Alors, nous sommes donc en 1936, c'est à ce moment que la rencontre avec Walt Disney a lieu ? Pratiquement. Le succès de l'œuvre attire l'attention de Walt Disney et l'histoire raconte que Prokofiev, qui était en tournée aux États-Unis en 1938, se rend à Los Angeles dans les studios Disney. C'est lui qui jouera Pierre et le Loup au piano pour Walt et son équipe, suggérant que ce récit musical pourrait parfaitement convenir à l'animation. Bon, je ne doute pas de l'enthousiasme de Walt Disney et pourtant, nous sommes en 1938 et tu nous évoques un aboutissement 8 ans plus tard. Pourquoi tout ce temps ? Oui, tu as raison. Enthousiasme immédiat. Il faut dire qu'à l'époque, Disney est engagé dans des projets mêlant musique et images, notamment Fantasia qui va sortir en 1940. Mais surtout, les années 40 sont marquées par des difficultés financières pour le studio, aggravées par la Seconde Guerre mondiale et une grève des animateurs en 1941. Et pourtant, malgré tous ces soucis, le projet sera remis sur la table. L'échec commercial de films ambitieux comme Pinocchio ou Fantasia aussi va pousser Disney à reconfigurer sa stratégie. Au lieu de longs métrages très coûteux, il mise sur des films composés de courts segments musicaux, plus abordables, plus rapides aussi à produire. C'est dans ce contexte que sort Make My Music en 1946, une compilation de 10 séquences, parmi lesquelles va se trouver Pierre et le Loup. Mais de manière pratique, comment en est-on arrivé à ce court-métrage ? Le développement du segment commence en 1944 sous la direction de Clyde Geronimi.
Le scénario, adapté par Dick Mummer et Eric Gurney, conserve la structure musicale de Prokofiev, même s'il introduit plusieurs libertés. L'une des plus marquantes est la personnalisation des animaux qui n'existe pas dans la narration initiale. L'oiseau devient Sacha, le canard Sonia et le chat Ivan. C'est là un procédé typiquement disneyen dont le but est de renforcer l'attachement du spectateur aux personnages en leur conférant une identité propre au-delà de leur fonction musicale. Disney prend aussi quelques libertés avec l'intrigue originale. Dans la version de Prokofiev, le canard est avalé par le loup et fin d'histoire pour l'oiseau. Cela semblait un peu trop macabre pour une histoire Disney. Dans l'adaptation animée, la mort de Sonia est atténuée. Une pirouette narrative suggère qu'elle a pu survivre, évitant donc de choquer un public enfantin. Et c'est vrai qu'on reconnaît bien là la patte Disney des débuts. Exactement, on la retrouvait déjà dans Blanche-Neige d'ailleurs. Transformer le conte en un récit dramatique, mais rassurant à la fois. La peur est présente, mais le danger n'anéantit pas l'innocence. Cette approche répond au double objectif des studios dans les années 40, instruire tout en divertissant. Avec cette animation, on fait la connaissance de toute une série de personnages. Mais on sait que, dans l'œuvre originale, la narration est importante. Est-ce le cas ici également ? Mais oui, la narration est confiée à Sterling Holloway, dont la voix chaleureuse et malicieuse accompagne chaque étape de l'histoire, ce qui rend l'œuvre plus accessible aux enfants. Le traitement visuel participe du même esprit. Les décors enneigés évoquent une Russie de contes de fées, stylisés et colorés. Alors, tu évoquais la date de la sortie en 1955, mais le public connaissait déjà l'animation depuis plusieurs années. Comment expliquer cela ? Effectivement, la première apparition de Pierre et le Loup a lieu aux États-Unis le 20 avril 1946, intégrée donc à la compilation Make My Music. Ce film sera ensuite distribué en France en 1949 sous le titre de La boîte à musique. Mais Pierre et le Loup eut un tel succès qu'il va être réédité comme court-métrage autonome le 14 septembre 1955 aux États-Unis. Avec ses 16 minutes d'animation, il est devenu l'une des versions les plus connues du conte musical en dehors du concert classique, souvent projeté indépendamment du reste du film. Et cela montre bien son statut emblématique dans le monde de l'animation. Oui, et cela est dû au fait qu'elle cristallise la rencontre de deux univers, la pédagogie musicale de Prokofiev et l'imaginaire coloré des studios d'animations américains. Elle illustre parfaitement la capacité de Disney à transformer une œuvre savante en spectacle accessible tout en conservant son essence éducative. Plus largement, Pierre et le Loup incarne la fécondité apportée par le dialogue entre musique et image. Et sa place dans la culture mondiale prouve que ce conte musical, né en URSS dans les années 30, continue de fasciner à chaque génération. On peut dire que chez Disney, elle est synonyme d'initiation musicale ludique. Merci Corinne de nous avoir emmenés à redécouvrir la puissance de la musique de Prokofiev que les studios Disney ont su accompagner d'une démarche artistique totale. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 14 septembre 1955. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé sur DLRP.